Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Nicolas Mac pour Live Academy consacrée aux notions du programme de la philosophie. On va travailler dans cette vidéo sur deux notions en fait qui sont complémentaires et donc on va essayer de les penser ensemble parce que ça sera plus riche pour vous aider à réfléchir au thème. Donc quelles sont ces deux notions? C'est la notion de conscience et la notion d'inconscient. Alors vous allez voir que évidemment on les met ensemble même si dans le programme elles sont découplées. On va voir que voilà, l'une ne peut pas être pensée sans l'autre et que du coup les problématiques sont souvent communes, que les auteurs aussi sont souvent communs pour essayer de problématiser et de comprendre les tenants et les aboutissants de ces deux phénomènes que sont la conscience et l'inconscient. Alors comment va se passer cette vidéo? Très simple, si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur la plateforme Live Academy, vous avez l'habitude. Trois grands moments. D'abord un moment de définition et de problématisation, ensuite un travail sur les références, sur deux références vraiment essentielles sur ces deux sujets-là, et ensuite on va traiter deux sujets pour essayer de déblayer un petit peu ces deux notions-là si vous n'êtes pas encore trop au fait de tout ce qu'elles impliquent pour le bac. Alors, commençons donc du coup par un travail sur les sens du terme, enfin des termes en l'occurrence ici. Tout d'abord, commençons par la notion de conscience. Alors, une petite citation de Bergson, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est assez efficace, par exemple, pour commencer une dissertation. Qu'est-ce que la conscience? Point d'interrogation. Vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l'expérience de chacun de nous. Alors, on va se dire, ok, merde, ça m'aide pas si Bergson dit qu'il définit pas. Donc, dans l'énergie spirituelle, Bergson, grand philosophe français de la première moitié du XXe siècle, puisqu'il est mort en 1942, si je me souviens bien. Donc, la conscience, première chose qu'on va devoir soulever, qu'on va devoir dire, c'est que c'est quelque chose qui est tellement naturel, c'est une réalité tellement naturelle, tellement intuitive et tellement intime à chacun de nous, que il semble qu'on n'arrive même pas à la définir, d'accord? Ou du moins que elle ne peut pas ne pas faire partie de notre expérience permanente, quotidienne et tout ça. Au moment même où vous êtes en train de réfléchir sur la conscience, vous savez que vous avez conscience de vous-même, et donc c'est un phénomène dont l'évidence, une réalité dont l'évidence est fondamentale, absolue. D'accord? Personne ne peut douter qu'il a conscience, parce que précisément le simple fait de douter, si on reprend tout le processus intellectuel de Descartes, le simple fait même de douter, hop, me dit, ah oui, tiens, tu es un être qui est conscient, d'accord? Donc ça va être important ça, de bien relever que c'est une réalité qui est de l'ordre de l'évidence, d'accord? Un phénomène qui est de l'ordre de l'évidence. C'est pour ça que je dis que c'est une réalité naturelle, spontanée, intuitive et intime, d'accord? Alors on va quand même essayer de la définir, malgré ce que Bergson nous en dit. La conscience, c'est la capacité de se percevoir. Vous voyez, à chaque fois, le pronominal va jouer un rôle très important, se percevoir, s'identifier, de penser, j'aurais pu mettre aussi de se penser, et de se comporter de manière adaptée. Alors, bien, il y a au début des notions plutôt intellectuelles liées à la perception, à la connaissance, mais ensuite l'idée d'identification, on va plus vers des problématiques un peu qui on est, sur le sens de l'existence et tout ça, mais aussi, dernier moment, de se comporter de manière adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire se comporter de manière adaptée? Ça veut dire agir de la manière dont il faut agir, d'accord? C'est ça de manière adaptée, donc on voit bien que la notion de conscience, tout de suite, hop, va aller aussi vers la morale, on va y revenir. Elle est ce que l'on sent et ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. Vous voyez, trois pôles, soi d'abord, l'identité, autrui, les autres, ceux qui nous entourent, et le monde, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle nous entoure, la réalité dans laquelle on habite, dans laquelle on vit. En ce sens, elle englobe l'appréhension subjective de nos expériences, donc conscience d'avoir mal, conscience d'être heureux, conscience d'une frustration, bref, vous voyez, nos expériences personnelles, et en même temps également la perception objective qu'on a de la réalité. Le fait que je vois là, par exemple, je sais pas moi, un briquet rose, que je vois une brosse, vous voyez, un certain nombre de réalités objectives qui sont perçues grâce à la conscience. Donc il y a une double dimension, une dimension gnoséologique, alors ce terme un peu barbare, ça veut dire en fait une dimension de connaissance, liée à la connaissance, d'accord? Et une dimension morale, parce que évidemment, quand on parle de ma conscience, on parle aussi de la conscience morale. Est-ce que je dois ou non faire ça? Parce que la conscience, c'est ce qui va aider à faire des choix. D'accord? Et c'est ce qui va aussi peut-être parfois venir nous tourmenter un petit peu. Est-ce que tu es en paix avec ta conscience? D'accord? Donc il y a à la fois une dimension de connaissance et une dimension morale. Donc quand vous allez avoir un sujet sur la conscience, il ne faudra pas oublier de faire les deux, de bien travailler les deux, parce que les deux sont intimement liés. C'est peut-être parce qu'on a conscience du monde qu'on peut avoir conscience de nous-mêmes et donc être libre et donc responsable, et donc des sujets moraux. D'accord? On va y revenir en traitant un sujet comme ça. Donc, qu'est-ce que suppose la conscience? Ça suppose toujours un écart et une distance, parce qu'il y a toujours soi et la conscience de soi. D'accord? Et donc, le propre de l'homme dans la conscience, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'il est et le fait qu'il y a une sorte de deuxième lui, un peu comme une sorte de schizophrénie, qui se voit en train d'être. D'accord? C'est pour ça que la conscience va jouer un rôle important aussi dans toutes les réflexions sur l'existence. Vous pouvez aller voir la vidéo Notion sur l'existence, ça va bien vous aider.
Alors, donc suppose un écart, une distance, qui va permettre un certain nombre de choses. Et donc tout ce que va permettre cet écart, on va le voir tout au long de cette vidéo. Voilà pour l'inconscience. Alors si on essaye maintenant à définir l'inconscient, alors attention, déjà c'est pas l'inconscience. Le sujet c'est vraiment l'inconscient. Et on va voir que c'est important de différencier les deux. Petite citation aussi de Hegel dans la propédeutique philosophique. Bien des choses, ne fût-ce que les corporelles, sont en nous inconscientes. Par exemple, les opérations vitales nécessaires à notre conservation. Le fait que notre corps, par exemple notre cœur fonctionne, nos poumons et ça, c'est complètement inconscient. C'est pas vous qui vous dites tous les matins, allez, je vais bien faire fonctionner mon cœur. Non. Les opérations vitales nécessaires à notre conservation, qui sont en nous sans que nous ayons conscience de leur fonctionnement précis, telles que la science est seule en mesure de nous le faire connaître. Sur le plan de l'esprit, il est en nous également bien des réalités que nous ignorons. Alors pourquoi je vous mets cette petite citation? Il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur et tout ça, mais de bien montrer que la question de l'inconscient, en fait, elle traverse la philosophie depuis longtemps. D'accord? Alors j'aurais pu vous mettre même des citations d'Aristote qui commencent un peu à réfléchir à ces questions-là dans les rêves et tout ça, et vous dites tout le temps, inconscient Freud, oui, mais pas uniquement, d'accord? Il y a énormément de penseurs, même presque la totalité, qui ont déjà réfléchi à cette notion. C'est juste que Freud en a fait le cœur de sa théorie philosophique, d'accord? De sa pensée philosophique. Donc Hegel, ici, par une phrase toute bête, qui dit, voilà, peut-être qu'il se passe beaucoup plus de choses dans notre esprit et dans notre corps que ce dont on a conscience, d'accord? Et donc pour cela, il va notamment s'intéresser à ce que c'est que l'inconscient. Quelle définition on peut en donner? L'inconscient, c'est l'ensemble des éléments psychiques incontrôlés, d'accord? L'ensemble des éléments psychiques, donc c'est-à-dire qui relèvent de l'âme, psyché en grec, ça veut dire l'âme, l'esprit. Ensemble des éléments psychiques incontrôlés. La notion universelle d'inconscient recouvre globalement tous les processus et activités psychiques qui, pour des raisons diverses, ne peuvent être ni perçus, ni à plus forte raison contrôlés par la conscience. Alors vous voyez bien, pour des raisons diverses, on va étudier ces raisons. Pourquoi? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inconscient et quelle est la cause du fait que ce soit par exemple refoulé, caché ou devenu inconscient? Donc je redis, ensemble des éléments psychiques incontrôlés, la notion universelle d'inconscient recouvre globalement tous les processus et activités psychiques qui, pour des raisons diverses, ne peuvent être ni perçus, ni à plus forte raison contrôlés par la conscience. Et il y a à la fois cette idée de perception, donc de connaissance, de vision, et aussi également cette idée de contrôle, donc cette idée d'action. Mais encore une fois, connaissance, action, les deux vont être intimement liés. Le psychisme est comme un iceberg, c'est Freud qui va expliquer ça, le psychisme est comme un iceberg, il y a la partie émergée de l'iceberg, qui est la partie extérieure, qui est en fait le conscient, d'accord? Et la partie immergée, qui est souvent pour Freud et dans tous les icebergs beaucoup plus importante, qui est la partie immergée, d'accord? Immergée sous l'eau, émergée au-dessus de l'eau. Donc en fait, le psychisme est composé de ces deux parties, la partie consciente et la partie inconsciente. Alors il y a aussi le préconscient, on va en parler tout à l'heure. D'accord? Donc qu'est-ce qui est important ici dans cette définition? C'est l'absence de contrôle et l'absence de connaissance. Donc encore une fois, double enjeu. L'enjeu pratique, on ne peut pas contrôler, donc du coup peut-être qu'on va être agi plutôt qu'on sera agissant, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura des forces qui vont agir en nous qu'on ne peut pas contrôler, et donc qui vont nous faire des choses, nous faire penser des choses, nous faire regarder le monde de manière différente, et en même temps un enjeu de connaissance, parce que si on ne les connaît pas, le problème c'est qu'on est en partie ignorant sur les éléments qui nous composent, d'accord, qui nous définissent. Donc à la fois un enjeu de connaissance, à la fois un enjeu pratique, on l'a bien vu sur la notion de conscience. Il va falloir, c'est important, bien différencier la notion d'inconscient et la notion d'inconscience, parce que par exemple, imaginons que vous vous évanouissez pour une raison ou une autre parce que vous avez trop chaud, parce que vous êtes en train de regarder Roland Garros sur le central, trop de chance, vous vous évanouissez. Dans ce cas-là, vous allez être inconscient, vous êtes inconscient au sens de l'inconscience, mais ça n'a rien à voir avec le fait que, si, c'est le même mot et ça a une signification corrélée, mais vous savez bien qu'on ne parle pas ici de la théorie de ce dont vous n'avez pas conscience d'un point de vue fort. Donc attention d'un point de vue intellectuel, par exemple, le refoulé, les rêves et tout ça. Donc attention, ne confondez pas le fait d'être dans un état d'inconscience et le fait de parler de l'inconscient au sens philosophique du terme, d'accord? Faites bien attention à ça, c'est une erreur malheureusement très classique dans les copies de philo, où on voit bien l'autre jour quand je me suis évanoui, on voyait bien que c'était l'inconscient qui prenait le dessus. Non, pas du tout, d'accord? Parce que non, c'est juste que vous étiez en absence de conscience, ça ne veut pas dire pour autant que c'était l'inconscient qui prenait le dessus. Donc faites attention de ne pas confondre les deux. Alors, comment on peut problématiser un peu la notion de conscience? Quels sont en gros les quatre grands éléments importants pour problématiser cette notion? Tout d'abord, c'est que la conscience, elle est rendue possible par l'idée de distance, d'accord? C'est la possibilité de se voir agir, de se connaître. Pourquoi je mets un point d'interrogation? Parce que l'intérêt, ça va être justement de se demander dans quelle mesure la conscience fonde ça. Est-ce que c'est la conscience qui est au fondement de toute connaissance et de toute action ou pas? D'accord? Est-ce qu'on voit bien que les animaux, ils agissent d'une certaine manière. Pourtant, on n'a pas forcément l'impression qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Ok, donc, question, est-ce que la conscience, c'est forcément ce qui est au fondement de toute connaissance et de toute action? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le fondement de toute connaissance et de toute action proprement humaine? D'accord? Une action et une connaissance humaine.
Dans ce cas-là, deuxième lieu de problématisation, quel est le rapport entre conscience et humanité? Est-ce que la conscience est le propre de l'homme? Là, on va pouvoir traiter un sujet que j'ai traité d'ailleurs sur la page Facebook de Live Academy en corrigeant une copie, donc n'hésitez pas à aller le voir. Est-ce que la conscience est le propre de l'homme et est-ce qu'on a raison ou pas de refuser la conscience aux animaux? D'accord? Alors il y a plusieurs auteurs qui me disent bah oui, il faut absolument, c'est pas du tout pareil l'homme et l'animal, justement parce que l'homme a conscience de lui-même, mais il y a certains philosophes qui vont dire bah non, il y a une continuité, certains animaux ont conscience d'eux-mêmes, la conscience n'est pas aussi réservée à l'humain qu'on peut le croire, c'est parce que l'homme est orgueilleux et il veut absolument dire qu'il a la conscience. Donc ouais, il faut bien réfléchir à ça. Est-ce que c'est le propre de l'homme? Il semble de prime abord que oui, mais en fait pas forcément, d'accord? Parce que les animaux, ils ont bien une certaine forme de conscience d'eux-mêmes aussi. Par exemple, quand on les appelle par leur prénom, si on dit hey, Hermès, petit chien là, viens ici, peut-être que le chien, genre, le fait qu'il obéisse, ça montre peut-être qu'il a une certaine forme de conscience de lui-même. Peut-être pas une conscience aussi forte que la conscience de l'humain, mais ça pose une vraie question. D'ailleurs, ça va poser des questions de droit derrière. D'accord, de droit derrière. Est-ce que ce qui a conscience, on doit le respecter ou non? Bref, vous allez pouvoir traiter ce sujet-là aussi, c'est vraiment une question importante. Troisième élément, la conscience spontanément, c'est ce qui semble rendre l'homme libre et responsable. D'accord? C'est ce qui semble rendre l'homme libre et responsable. Pourquoi? Parce que précisément comme on a la possibilité de se voir agir, d'accord, de se regarder, précisément on va pouvoir modifier, parce qu'on va avoir un regard un peu extérieur par rapport à qui on est, paradoxalement, hein. Au sein de nous, il y a nous et la conscience de nous-mêmes, et donc du coup on va pouvoir se voir agir, on va dire oulala, qu'est-ce que tu es en train de faire? Merde. Ou tu es en train de faire une connerie, par exemple. Et donc, du coup, ça, comment c'est rendu possible? Par le fait qu'il y a une distance entre nous et nous-mêmes. D'accord? C'est cette idée de Ricoeur, hein, être soi-même comme un autre. Il y a un autre en nous qui est un peu nous-mêmes, mais qui ne l'est pas vraiment non plus complètement. Parce qu'il y a une distance. On ne coïncide pas. On n'est pas comme un cendrier qui peut pas se dire aujourd'hui c'est fatigant d'être cendrier. Alors que vous pouvez dire aujourd'hui j'en ai marre de faire ce que je fais, d'être qui je suis. D'accord? Donc, attention, hein, la conscience, c'est vraiment ce qui rend l'homme libre et responsable. On voit bien qu'un enfant qui fait une bêtise, s'il n'a pas conscience de faire une bêtise, il ne sera pas considéré comme responsable, ou du moins il ne sera pas condamné. Bref, vous comprenez bien cette situation qui est assez connue, hein, quand on réfléchit souvent aux questions de philosophie. Donc ce qui est engagé à travers la notion de conscience, c'est aussi évidemment la notion de morale et la notion de droit. Alors pourquoi la notion de morale? Parce que c'est la conscience morale. Qu'est-ce que nous dicte notre conscience morale, hein? Qu'est-ce que nous dit si on prend Kant par exemple, qu'est-ce que nous dit, quel est cet impératif qui nous dit tu ne devrais pas faire ça, et d'où il naît cet impératif, d'accord? Donc la question de la morale va jouer un rôle important, mais aussi du droit, parce que la conscience, comme c'est ce qui définit la responsabilité, quand on va juger en droit, d'accord, quand un juge va essayer de condamner ou non quelqu'un, il va se poser la question, est-ce que cette personne était consciente, et est-ce qu'elle était au contraire dans un état d'inconscience? Vous voyez, ici c'est vraiment la notion d'inconscience et pas la notion d'inconscient. Est-ce qu'elle était dans un état d'inconscience et est-ce que cette inconscience, elle en est responsable? Parce que si par exemple vous décidez de boire et ensuite d'aller frapper quelqu'un, on va dire bah oui mais tu étais responsable parce que tu as suffisamment bu pour te mettre dans un état d'inconscience. D'accord? Donc une question morale, mais aussi une question du coup en lien avec ça, une question juridique très importante. D'accord? C'est le cas par exemple pour les personnes qui ont trop bu au volant et qui du coup tuent quelqu'un. Leur responsabilité elle est encore plus engagée. Parce que c'est pas juste un simple accident, c'est quelqu'un qui s'est mis dans une situation volontairement où il avait la possibilité de faire énormément de dégâts. D'accord? Donc question morale, question juridique. Et dernière problématique autour de cette question de la conscience, c'est d'où elle vient cette conscience? Quelle est la genèse de la conscience? On voit bien qu'elle est progressive, spontanément. Quand on voit un petit bébé, on se dit bah oui, il semble avoir conscience de lui-même, mais vous voyez, hop, il découvre sa main, il regarde les objets, il apprend à se connaître. Au début, il croit que sa main, elle n'est pas forcément à lui, d'accord? Et donc on a du mal à prendre conscience de nous-mêmes. Et cette prise de conscience, elle se fait toute la vie de manière très progressive. Ah ouais, tiens, j'ai réalisé aujourd'hui que moi, je suis plutôt comme ça. Ouais. On prend conscience de qui on est, de ce qu'on veut faire, de ce à quoi on est appelé à faire. Et donc, forcément, si cette conscience, elle est progressive, elle se fait notamment par le langage, par l'apprentissage, et donc par une certaine forme d'éducation. Mais si on peut éduquer la conscience, ça veut dire que d'un point de vue moral, notamment, il va falloir aussi réfléchir à la manière dont on peut développer la conscience morale d'un individu. Quand on dit cette personne, tiens, c'est une personne qui n'a aucun scrupule moral, elle n'a aucune conscience morale, elle est dénuée de toute conscience morale, c'est peut-être que cette personne n'est pas suffisamment éduquée à sentir, à ressentir, à voir, à connaître ce qui est bien dans la réalité dans laquelle elle évolue, et que du coup, forcément, elle est d'une certaine manière dans une forme d'inconscience par rapport aux critères et aux normes de la moralité. Donc cette question de l'éducation de la conscience aussi, hein, est-ce qu'on peut éduquer notre conscience? C'est vraiment une question très importante pour cette notion-là. Voilà pour la problématisation autour de la notion de conscience. On peut faire exactement le même travail. Avec la notion d'inconscient. Quelles sont les problématiques importantes pour l'inconscient?
Première problématique évidente et fondamentale, c'est est-ce qu'on peut connaître ce qui échappe à la conscience? D'accord? Vous sentez bien que le propre de l'inconscient, c'est ce qui échappe à la conscience. D'accord? Comment on pourrait parler de l'inconscient et connaître l'inconscient, alors que précisément c'est ce dont on n'a pas conscience et dont on n'a pas connaissance? Donc, ça paraît un peu paradoxal, d'accord? Même que Freud écrive plein d'ouvrages dessus. Ça paraît un peu paradoxal, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, hop, bah, on le révèle, cet inconscient. Donc si on le révèle, ça veut dire qu'il est plus inconscient. Donc à quelles conditions on va pouvoir le connaître? Est-ce qu'on peut le connaître jusqu'au bout ou non? Est-ce qu'il y aura toujours une part d'inconscient, même dans notre travail de recherche du contenu de notre inconscient? Bref, jusqu'où on peut connaître l'inconscient, en gros, et est-ce que on en tue les effets nécessairement quand on rend conscient l'inconscient? Deuxième problématique importante, quel va être le moteur de l'action? Si, et ça va avec le troisième point, déterminisme et liberté, si on est effectivement en partie défini par un inconscient, forcément, ça veut dire que cet inconscient, il va jouer un rôle dans la manière dont on va se comporter, dont on va aimer ou non quelqu'un, dont on va se comporter en société, dont on va agir moralement ou non, d'accord? On va être en partie déterminé par tout ça. Le problème, c'est que si on dit que l'inconscient joue un rôle fondamental et déterminant, et qu'il nous détermine, dans ce cas, est-ce qu'on est toujours libre? D'accord? C'est vraiment l'idée. Est-ce que l'hypothèse de l'inconscient exclut la liberté ou pas? Enfin, est-ce que, oui, ça, l'hypothèse de l'inconscient exclut-elle l'idée de liberté? C'est le sujet qu'on va traiter à la fin de cette vidéo. C'est vraiment une question fondamentale du rapport entre le déterminisme et liberté, et elle joue particulièrement dans cette question de l'inconscient. Autre question, quel va être le contenu de cet inconscient? Donc ça, c'est pas forcément une question très problématique, mais c'est plus pour essayer de comprendre un peu plus le contenu de cette notion-là. Quel va être le contenu? Un certain nombre de représentations, des désirs, des fantasmes, les rêves, les actes manqués, les lapsus. Tout ça, il faut bien que vous lisiez Freud pour comprendre tout ça. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont jouer un rôle dans la définition de notre identité et donc dont il va falloir expliciter le contenu. En quoi dans nos rêves, par exemple, l'inconscient parle-t-il? En quoi dans nos fantasmes, notre inconscient peut-il parler? C'est intéressant, ça pourrait être un bon sujet. L'inconscient nous parle-t-il? Point d'interrogation. Et alors c'est un sujet un peu technique et un peu compliqué, mais c'est un beau sujet. Problématique suivante, quelle cause au refoulement? J'aurais peut-être dû mettre cette expression d'ailleurs au pluriel. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de refoulement par lequel certaines choses qui pourraient accéder à la conscience en fait restent derrière nous, restent en amont de la conscience, donc sont vraiment pas encore mises au jour, on va dire. Donc quelle cause de ce refoulement? Est-ce que ça va être par exemple des causes structurelles, anthropologiques, fondamentales, par exemple cette question de l'inceste et toutes ces choses-là, des sortes de données anthropologiques fondamentales? Est-ce que ça va être refoulement à cause d'un traumatisme? Par exemple, vous avez un accident à un endroit et donc du coup tous les endroits qui ressemblent vous terrorisent et vous n'en avez pas encore conscience, vous ne comprenez pas pourquoi il se passe ça quand vous allez dans tel ou tel endroit. Donc bien réfléchir aux causes du refoulement. Pourquoi? Parce que peut-être que si on comprend les causes du refoulement, on va peut-être apporter des solutions à ce refoulement. Dire voilà, attention, à chaque fois ici tu as un blocage, parce que en fait quand tu étais petit tu as vu cet accident là près d'une piscine et du coup forcément toute la piscine ça te terrorise, d'accord? Et donc dans ce cas on va essayer de faire un travail peut-être éventuellement pour libérer en partie de ces choses qui vous déterminent sans que vous en ayez conscience, d'accord? Donc travailler sur les causes du refoulement, ça va être vraiment un élément important dans vos problématisations. Et enfin, dernier élément, c'est pas un élément de problématisation, j'aurais peut-être dû la mettre dans la définition. Enfin si, ça peut être un élément de problématisation quand même, c'est la différence entre inconscient, préconscient et, j'ai mis inconscient à la fin, mais c'est conscient, évidemment, inconscient, préconscient, conscient. On a déjà vu inconscient, on a déjà vu conscient, et au milieu de ça, il y a le préconscient. Alors le préconscient, c'est justement un peu la frontière, d'accord? C'est ce qui est flou entre l'inconscience et la conscience, et c'est ce qui est amené vers la conscience. Donc toute la question derrière, ça va être est-ce qu'on peut faire facilement passer de quelque chose d'inconscient, le rendre préconscient pour ensuite le rendre conscient tout court. D'accord? Donc ça va être la question de dans quelle mesure on va pouvoir se libérer de l'inconscient, dans quelle mesure on va pouvoir libérer notre esprit, révéler des choses qui ne l'étaient pas avant, et si oui, dans ce cas-là, par quels moyens? Est-ce que l'art, par exemple, peut révéler des choses de notre inconscient? Le simple fait d'écrire, le simple fait de parler, d'accord, dans la thérapie, par exemple, dans quelle mesure le fait de parler peut libérer des choses? Bref, réfléchissez bien à tout ça. Donc vous voyez bien que les deux grands éléments importants ici, comme pour la conscience d'ailleurs, ce sont les éléments de la connaissance, d'accord? Dans quelle mesure on peut connaître ou non l'inconscient, dans quelle mesure l'inconscient structure nos connaissances et nos représentations. Et le deuxième élément, c'est celui de la liberté. Est-ce qu'on peut être dit libre si on considère que l'inconscient joue un rôle dans notre identité? Peut-être pas. À quelles conditions dans ce cas-là? Parce que si on dit que l'inconscient existe, à quelles conditions on peut quand même dire oui, tu es libre quand même? Parce que ce serait trop facile d'aller voir un tribunal et dire ah désolé, ouais c'est bien moi qui ai volé ça dans le magasin, mais en fait c'est mon inconscient qui parle. Vous sentez bien que là le juge va vous dire arrêtez de vous foutre de ma gueule. Donc réfléchir quand même concrètement à ce que ça peut impliquer de dire
ah oui, mais c'est mon inconscient qui parle. Eh ben, est-ce que ça veut dire que pour autant vous n'êtes pas responsable? Ben, il semble que oui, et en même temps, ben, on peut vous dire, bah oui, ben, tu vas bosser sur ton inconscient, mon gars, et tu vas voir que tu es responsable. Vous voyez, hein, cette histoire d'éducation, d'appropriation de l'inconscient, elle est aussi, elle joue un rôle déterminant. Alors, maintenant, on va rentrer dans un autre moment qui va consister à travailler deux références, d'accord, deux références assez fondamentales. Un texte de Nietzsche d'abord sur justement la mise en avant de l'inconscient. J'ai fait exprès de ne pas prendre le texte de Freud parce que quand vous avez travaillé l'inconscient, souvent c'est à peu près le seul texte que vous avez travaillé avec vos profs. Donc voilà, je me suis dit que deux textes un peu nouveaux, ce serait pas mal. Donc, premier texte, un texte pardon, j'ai dit Nietzsche, mais d'abord je vais faire le texte de Kant, hein, dans un ouvrage qui s'appelle Anthropologie du point de vue pragmatique. Dans l'anthropologie, c'est le discours sur l'homme, et du point de vue pragmatique, c'est tout ce qui relève de l'action, d'accord? Donc voilà le texte, hein, notez bien, pardon, Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique. Voilà le texte, on va le lire une fois, c'est sur la conscience. Posséder le je dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur Terre. Vous voyez bien que la question ici du rapport homme-animal, pour Kant, c'est la conscience qui permet de différencier radicalement les autres êtres vivants les autres êtres vivants de l'homme. Par là, il est une personne, et grâce à l'unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un être entièrement différent, par le rang et la dignité de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise. Et ceci, même lorsqu'il ne peut pas dire je, car il l'a dans sa pensée. Ainsi, toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser ce je, même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier, car cette faculté de penser est l'entendement. Qu'est-ce que dit Kant là? C'est vraiment que le je fonde la conscience, même s'il n'y a pas forcément une langue qui dit je, on a toujours l'idée d'une forme d'identité du sujet, et que cette identité du sujet par la conscience fonde la personne, d'accord, la personne humaine, c'est-à-dire celui qui est le sujet d'un certain nombre de droits, qui a une dignité absolue. D'accord? Donc, ainsi, toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser ce je, même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier, c'est cette faculté de penser et l'entendement. Alors, l'entendement, si on voulait donner un autre mot, même si chez Hegel, chez Kant, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vraiment l'idée de raison, d'accord? La faculté rationnelle en l'homme, on va dire, pour faire vite. D'accord? Et bien ici, d'ailleurs, d'un point de vue du vocabulaire, que quand on parle du je au sens de la conscience, on met un J majuscule. Il faut remarquer que l'enfant, qui sait déjà parler assez correctement, ne commence qu'assez tard, peut-être un an après, à dire « je ». Avant, il parle de soi à la troisième personne, Charles veut manger et marcher, etc. Et il semble pour lui qu'une lumière vienne de se lever quand il commence à dire je. À partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. Auparavant, il ne faisait que se sentir, maintenant il se pense. Donc on voit bien ici cette idée aussi que la conscience, elle advient dans le temps, d'accord, par exemple l'éducation, par le fait de s'approprier le langage. Alors ici, donc toutes les réflexions sur le langage vont être intéressantes pour la notion de conscience. Ok, donc notez bien tout ça. Alors si on devait faire un petit débrief, on va dire, de ce texte-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Donc Kant, anthropologie du point de vue pragmatique. La vraie question que pose ce texte, c'est que manifeste le passage à la conscience de soi véritable? D'accord, l'enfant au début, il se sent, d'accord, donc il a une certaine forme de conscience sensitive, d'accord, sensible, il sent les choses, il sent quand il se fait mal, quand on se fait taper, il sent quand on lui met une claque par exemple, enfin une tape sur la main, il sent l'enfant quand il ressent du plaisir, il sent quand il se passe quelque chose autour de lui. Mais est-ce qu'il se pense véritablement? Au départ, on va dire Kant, non, pas forcément. Et donc que manifeste ce passage de la conscience à la conscience de soi véritable? C'est le propre de l'humain, il manifeste le propre de l'humain, la différence de l'humain avec tous les autres animaux. Donc la possession du je, vous voyez, j'ai bien mis une majuscule, est un privilège humain par rapport à tous les animaux. Donc ça va être vraiment très intéressant sur la conscience de soi. Vous allez pouvoir travailler ça en lien avec les sujets sur l'homme, la définition de l'homme, les sujets sur comment l'homme est différent ou non du reste de la nature. Le jeu est une fonction et un acte de l'entendement. Alors qu'est-ce que ça veut dire une fonction? C'est-à-dire que c'est quelque chose, une sorte de faculté propre, on va dire, à la raison, mais dites plutôt entendement quand vous parlez de Kant, mais bref. C'est en gros, on va dire, la capacité rationnelle de l'homme. Si vous connaissez bien la différence entre raison et entendement chez Kant, tant mieux. Et c'est un acte de l'entendement, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'affirme. C'est quelque chose qu'on fait. C'est le sujet qui fait quelque chose en disant « je ». C'est un vrai acte qui se fait par la raison. Par le jeu, je me pense, ainsi que le montre la formation du jeu. Alors mince, pardon, j'ai fait un mauvais jeu de mots ici du jeu, J-E-U chez l'enfant.
Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, c'est vraiment cette idée que la conscience, elle advient au terme d'un certain processus, d'accord, un processus d'appropriation de soi par lequel on s'affirme comme une identité, comme une personne. La conscience de soi, c'est ce qui fonde l'unité de la personne, qui est irréductible au monde des choses. C'est-à-dire qu'on est foncièrement différent parce qu'on est une personne unie. Alors pourquoi on parle d'unité ici? Parce que Kant va dire, malgré tous les changements, même si un jour vous décidez de changer complètement de vie, si un jour vous vous mariez, que vous avez des enfants, que ça change complètement, radicalement votre vie, que tout à coup, au contraire, vous décidez, vous aviez une vie, je sais pas, vous êtes étudiant et tout à coup vous décidez de tout abandonner pour aller partir, vous occuper de je sais pas qui, je sais pas où, ben, malgré tous les plus gros changements dans votre vie, si tout à coup vous perdez quelque chose de fondamental dans votre vie, eh ben, malgré ça, il y aura toujours une unité de la personne, d'accord? Donc pour tous les sujets sur l'identité, ce texte-là va être important, qui est fondé par la conscience de soi, d'accord? Qui est fondé par la conscience de soi, le fait que vous ayez la capacité de dire je, d'accord? Et donc cette conscience, elle est irréductible au monde des choses, c'est-à-dire que vous ne serez jamais un cendrier, c'est-à-dire un objet en soi qui n'a pas de possibilité de se voir en train d'être, ok? Voilà pour donc le texte de Kant. On peut maintenant travailler sur le texte de Nietzsche, que je vous ai annoncé, dans la volonté de puissance, d'accord? Nietzsche, la volonté de puissance. Référence très importante aussi, je vous lis ce texte un peu rapidement, enfin pas rapidement, tranquillement d'ailleurs, on n'est pas pressé. Quiconque s'est fait du corps une représentation tant soit peu exacte des nombreux systèmes qui y collaborent, de tout ce qui s'y fait en solidarité ou en hostilité réciproque, de l'extrême subtilité des compromis qui s'y établissent, etc., jugera que toute espèce de conscience est pauvre et étroite en comparaison. Toute espèce de conscience est pauvre et étroite en comparaison. Ce dont nous avons conscience, que c'est peu de choses. À combien d'erreurs et de confusions ce peu de conscience nous mène? C'est que la conscience n'est qu'un instrument, et en égard à toutes les grandes choses qui s'opèrent dans l'inconscient, elle n'est parmi les instruments ni le plus nécessaire, ni le plus admirable. Au contraire, il n'y a peut-être pas d'organe aussi mal développé, aucun qui travaille si mal de toutes les façons. C'est en effet le dernier venu parmi les organes, un organe encore au fond, pardonnons-lui ses enfantillages. Parmi ceux-ci, à côté de beaucoup d'autres, la morale, qui est la somme des jugements de valeur antérieurs relatifs aux actions et aux pensées humaines. Il nous faut donc renverser la hiérarchie. Tout le conscient est d'importance secondaire, du fait qu'il nous est plus proche, plus intime, ce n'est pas une raison, du moins pas une raison morale pour l'estimer plus haut. Confondre la proximité avec l'importance, c'est là justement notre vieux préjugé. Et alors c'est un texte qui est vraiment assez dense, hein, n'hésitez pas à la mettre pause pour pouvoir lire à nouveau ce texte, et puis on va le commenter ensemble juste après. Alors, commentons donc ce texte, hein, quels sont les éléments importants? Tout d'abord, il faudra bien dire quand vous allez parler de ce texte-là que Nietzsche opère ici un renversement fondamental de la perspective traditionnelle. La perspective traditionnelle consiste à dire l'identité de l'homme, ce qu'il est, et tout ça se constitue dans le conscient, et il y a certes des petites choses qui se passent derrière, en gros un petit peu de choses dans l'arrière-boutique, mais c'est une toute petite arrière-boutique et il ne se passe pas grand-chose de fondamental. Et Nietzsche va dire c'est complètement l'inverse, d'accord? Comme Freud, d'accord? Ça veut dire, en gros, non, le plus important, c'est pas la petite surface qu'on voit, c'est justement l'énorme dimension immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante, beaucoup plus structurelle, beaucoup plus déterminante, d'accord? Donc il y a un vrai renversement de la perspective traditionnelle, et ça, il faut le dire, d'accord? En affirmant que l'inconscient est en fait beaucoup plus important que le conscient, Nietzsche renverse la perspective traditionnelle par laquelle la conscience était vraiment le lieu de l'affirmation de l'humain, d'accord? Soyez bien précis et dites ce genre, enfin développez ce genre de phrase-là parce que c'est toujours très valorisé par votre correcteur. La conscience est donc moins riche que le corps, elle est finalement un organe inachevé. D'ailleurs, c'est une toute petite partie. Et alors, il va même dire, on voit bien qu'elle se développe petit à petit, alors que le corps se déploie dans des choses beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, selon Nietzsche. La conscience, en fait, elle est finalement assez simple et assez peu développée, et tout ce qu'elle met en place, en fait, ce sont que des enfantillages, d'accord? Ce sont que des enfantillages, c'est que la surface. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue concret? C'est qu'elle joue finalement qu'un rôle mineur, d'accord? Et donc, il va falloir se débarrasser de ce préjugé. Qu'est-ce que c'est que ce préjugé? De dire, sous prétexte que c'est à la surface et que c'est ce qu'on voit, d'accord? Effectivement, c'est ce qu'on vous disait avec Bergson au début de cette vidéo, c'est que la conscience, c'est immédiat, on la voit tout de suite, on la comprend tout de suite. Le préjugé qui dit que comme on la voit tout de suite, on lui donne de l'importance, ce préjugé, il est préjudiciable. Vous allez pouvoir faire ce petit jeu de mots dans vos copies. En effet, il y a un monde en dessous de la conscience, en deçà de la conscience, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus déterminant qu'on ne le croit, qui est fait de nos pulsions, qui est fait de nos fantasmes, qui est fait de nos rêves, qui est fait justement de tout le contenu qu'on assigne traditionnellement à l'inconscient. Et ce contenu, il joue beaucoup plus de rôle qu'on ne le croit. Alors pourquoi on a décidé de le cacher? Peut-être parce qu'on en a peur, peut-être précisément aussi parce qu'il est en partie inconscient, peut-être parce qu'on est orgueilleux et que nous on dit non, moi je suis responsable et maître de moi-même. Peut-être pas, va dire Nietzsche, peut-être qu'on est beaucoup plus déterminé qu'on ne le croit par tous ces éléments-là. Bref,
Si on devait retirer une chose de tout ce texte-là, c'est d'affirmer que toutes les grandes choses, selon Nietzsche, en fait, s'opèrent dans l'inconscient, et que c'est cet inconscient qui nous détermine bien plus qu'on ne peut le penser de manière immédiate. D'accord? Donc voilà pour ce texte de Nietzsche de la volonté de puissance, un texte fondamental, fondateur dans l'histoire de la philosophie. Évidemment, hein, vous pouvez très bien mettre pause ici, revenir un peu en arrière, reprendre le texte pour essayer de mieux le comprendre. Alors, ensuite, maintenant qu'on a vu tout ça, on va en arriver au sujet. On va travailler deux sujets voilà, dans les grandes lignes, bien évidemment. L'hypothèse de l'inconscient exclut-elle l'idée de liberté? Texte, enfin, un sujet ultra classique hein, qui est, si je me souviens bien, adossé à cette vidéo et complètement rédigé. Donc d'abord, qu'est-ce qui va être important? Voir bien qu'il va falloir donner une définition précise de l'inconscient, donc il va falloir apprendre par cœur la définition que j'ai présentée au début de cette vidéo, et bien différencier l'inconscient dans son principe, hein, c'est-à-dire l'hypothèse de l'inconscient. L'hypothèse de l'inconscient, c'est l'idée de l'inconscient dans son principe, c'est-à-dire en gros l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose en nous qui n'est pas conscient et qui détermine un certain nombre de choses. Et ensuite, l'inconscient dans son contenu. Qu'est-ce que c'est concrètement l'hypothèse de l'inconscient? Qu'est-ce que ça implique? Que les rêves sont beaucoup plus importants qu'on ne le croit, qu'on a des fantasmes refoulés, qu'on fait un certain nombre d'actes manqués, qu'on pose des lapsus, okay, vous voyez, un certain nombre de choses à la fois dans le principe même de l'inconscient et dans le contenu concret. Exclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une incompatibilité structurelle entre l'inconscient et la liberté, entre l'hypothèse de l'inconscient et l'idée de liberté? Est-ce que c'est structurellement, c'est sûr que ça peut jamais s'accorder et que voilà, en gros, on s'exclut de manière radicale? Ou est-ce que cette exclusion, elle est contingente? C'est-à-dire que oui, au début, effectivement, on a l'impression que il faut absolument que ce soit exclu, mais que peut-être si on fait un travail de ça, en fait, ce ne sera pas forcément nécessaire qu'il y ait cette incompatibilité. Par exemple, si on fait un travail, ok? Donc dans ce cas-là, est-ce que cette exclusion elle est structurelle, nécessaire, absolue, ou est-ce qu'elle est relative à un certain travail qu'on peut faire, et donc du coup elle est contingente, qu'elle peut ne pas être, qu'on peut éventuellement ne pas exclure totalement la liberté sous prétexte qu'il y aurait l'inconscient, d'accord? Et enfin, quel rapport entre liberté et inconscient? Du coup, ça c'est vraiment la problématique générale. Est-ce qu'on est déterminé? Et donc du coup, le déterminisme s'opposant à la liberté, je vous invite à aller voir la vidéo notion sur la liberté, vous voyez bien que là, tout se relie. Est-ce qu'on est déterminé? Est-ce que une forme d'inconscience entraîne une absence de responsabilité et donc une absence de liberté? C'est évidemment toutes les questions auxquelles il va falloir réfléchir dans ce type de devoir. Donc allez bien voir hein, la vidéo sur la liberté qui va jouer un rôle important dans la structuration de votre pensée pour le bac sur ce type de sujet. Quel plan on peut donner? Si cependant dès lors, hein, l'effort d'articulation que vous avez dû voir dans la vidéo de méthode, si l'hypothèse de l'inconscient en tant qu'elle montre le manque de conscience et donc de responsabilité de l'homme semble exclure la possibilité même de la liberté, première réponse. Cependant, vous voyez bien, je réponds bien, cependant cette hypothèse par sa révélation, mais par le fait qu'on dit ah oui tiens, il y a quelque chose comme l'inconscient, ouvre la voie à un travail de prise de conscience qui permet à l'homme de conquérir ce domaine qui lui était étranger. C'est en gros de dire, voilà, le domaine de l'inconscient, on va essayer de petit à petit gagner du terrain pour essayer de le faire reculer si on dit qu'il nous détermine, pour essayer de mieux le comprendre, de se l'approprier, comprendre pourquoi ça nous a déterminé. Dès lors, c'est par un travail de conquête que la liberté de l'homme peut accepter et ainsi dépasser ce qui semble de prime abord nier sa liberté. Donc la troisième partie, c'est à quelles conditions on va faire, quelles conditions mettre en place pour que l'hypothèse de l'inconscient, au contraire, soit le lieu d'une affirmation plus grande de la liberté. De dire, oui, justement, si c'est inconscient, ça veut dire que c'est pas vraiment moi. Et donc, du coup, ce qui va être important, c'est justement d'affirmer le domaine de la conscience pour dire que c'est là que se joue pleinement ce que c'est que l'humanité. D'accord? On aurait très bien pu, évidemment, proposer un plan différent, notamment une troisième partie, plus liée ou plus centrée sur la valeur de l'inconscient. Moi, ici, j'ai choisi de mettre en valeur plutôt la liberté de l'homme et sa capacité à se déterminer indépendamment ou contre éventuellement son inconscient, ou en assumant son inconscient. Mais on peut très bien faire une troisième partie différente. Voilà pour un premier sujet. Deuxième sujet plus lié à la notion de conscience cette fois-ci, puisqu'on traitait des deux notions dans cette vidéo. Hein. Tout d'abord, pareil, comme pour la conscience, définir ce que c'est que la conscience, à la fois dans son principe, c'est-à-dire l'idée d'une distance, et en même temps dans son contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet concrètement de connaître, de se sentir, de se voir, et donc sa dimension aussi morale. Évidemment, la conscience peut-elle être un fardeau? Ne pas oublier que la conscience a une dimension intime, qu'elle est ce qui relève du naturel, qu'elle semble immédiate, et que du coup elle est essentielle à l'humanité. Et donc goûtez bien ce paradoxe. Pourquoi je dis goûtez bien ce paradoxe ici? C'est de dire, voilà, comment ce qui est hyper intime à nous-mêmes, hyper naturel à nous-mêmes, hyper immédiat et hyper essentiel à nous-mêmes, comment ça pourrait être un fardeau? C'est complètement paradoxal, d'accord? Donc goûtez bien le paradoxe, dites, oui tiens c'est bizarre, ce qui nous est le plus intime à nous-mêmes, ça pourrait être quelque chose qu'on porte de manière lourde, d'accord? En effet, la définition du fardeau c'est quoi? C'est d'être un poids.
Donc forcément, il y a le poids, et là tout de suite on pense, ah bah oui, tiens, le poids de la responsabilité, le poids de la culpabilité, d'accord? Donc on comprend mieux, parce que pour se sentir coupable, il faut avoir conscience qu'on a fait une bêtise. Donc forcément, bah, quand on est conscient d'avoir fait quelque chose qui peut éventuellement être mal, eh ben, cette conscience, on a envie de s'en débarrasser, quoi. On a envie d'oublier. On va dire, mais non, je veux pas me souvenir, j'ai fait cette connerie, mais ah, si seulement je pouvais oublier. Et il y a toujours cette conscience qui dit, souviens-toi, 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 regarde ce que tu as fait, qui nous pointe du doigt d'une certaine manière, paradoxalement. Alors la conscience, elle peut être à la fois notre guide, hein, un guide pour nous aider, un guide moral, et en même temps, ça peut être aussi un juge qui nous dit, regarde ce que tu as fait. Donc forcément, l'idée de responsabilité et du coup, en parallèle, l'idée de liberté va jouer un rôle. Parce que si vous êtes conscient, ça veut dire que vous êtes responsable, donc vous êtes libre. Et donc forcément, on va pouvoir vous accuser. D'accord? On ne confierait pas un enfant à quelqu'un qui n'est pas conscient ou qui n'est pas responsable. Mais du coup, s'il arrive quelque chose à cet enfant que vous étiez censé garder, eh ben, on va pouvoir vous en tenir rigueur. Donc parfois, on aimerait bien ne pas être conscient pour ne pas avoir à assumer nos responsabilités, à assumer notre liberté. D'accord? Donc cette idée de fardeau, Sartre, par exemple, va beaucoup réfléchir à ça. Est-ce que la conscience est un fardeau ou pas, et dans quelle mesure? Sartre va dire, bah oui, on est toujours libre à cause de la conscience, donc on ne peut pas dire, non, non, moi je décide de ne pas porter le fardeau. D'accord? Donc dans quel cas la conscience, dans ce cas-là, va pouvoir être ou non un fardeau? À quelles conditions ce fardeau va pouvoir éventuellement nous être un petit peu enlevé? Ou au contraire, est-ce qu'on l'aura toujours de manière structurelle? Et surtout, dernière question, pour qui elle va être un fardeau? Est-ce qu'elle va être un fardeau pour le sujet? Est-ce qu'elle va être un fardeau pour la société humaine? D'accord? Pour l'humanité? D'accord? Cette idée que l'humanité, c'est, on va dire, l'espèce animale qui a conscience d'elle-même. Est-ce que c'est un fardeau de manière structurelle, cette conscience? Et si oui, en quoi? Bref, voilà, développez bien, frottez bien les termes pour que ça fasse de la mousse et pour qu'on puisse sentir que vous avez bien compris qu'une analyse de sujet, c'est pas juste en 2 secondes. On voit toutes les implications qui sont liées au choix des termes. Pourquoi on a mis fardeau? D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir mis ce terme-là? Okay? Quel plan on va pouvoir proposer? C'est un plan, je vous dis bien, c'est un plan parmi d'autres. Si la conscience ne semble pas pouvoir être assimilée à un fardeau dans la mesure où elle est la condition de possibilité de toute forme de vie humaine, ça ne peut pas être un fardeau puisque c'est vraiment ce qui nous constitue. C'est pas un fardeau, c'est ce qu'on est. D'accord? Et ce qu'on est, c'est notre identité, c'est pas un fardeau du tout. On est plutôt content d'avoir la conscience plutôt que de ne pas l'avoir. Cependant, par la responsabilité qu'elle engendre et par l'ouverture à la morale qu'elle rend inévitable, la conscience peut être un poids pour l'homme lorsqu'il s'interroge sur ses actes et sa vie. En gros, oui, mais en même temps, ça ouvre, la conscience, elle ouvre à un nouveau domaine de l'humanité qui est celui de la morale. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça devient plus compliqué quand on réfléchit sur nos actes et sur notre vie, parce qu'on se dit, mince, peut-être que je mène pas la vie qu'il faut, peut-être que je n'agis pas comme il faut. Dès lors, c'est par un travail de conquête. Non, pardon, j'ai mis n'importe quoi là. J'ai remis la fin de l'autre, pardon, excusez-moi, de l'autre réponse au sujet. Hein. C'est pas un travail de conquête de la liberté de l'homme peut accepter et ainsi dépasser ce qui semble de rapport de prime avant nier la liberté. Ça, c'est vraiment le sujet pour l'inconscient. La dernière phrase que je voulais mettre, le troisième point pour la conscience, ça va être la même idée évidemment, mais pas tout à fait formulée de la même manière. Ça va être dès lors, c'est par un travail on va dire d'assimilation, d'appropriation, d'accord? C'est par un travail d'appropriation et d'éducation de la conscience, d'accord? C'est par un travail d'appropriation et d'éducation de la conscience que le lieu du fardeau peut être le lieu d'une libération. C'est vraiment ça l'idée, d'accord? Je vous redis, dès lors, c'est par un travail d'appropriation et d'éducation que la conscience peut, d'un fardeau, devenir le lieu d'une libération. D'accord? En gros, ça va avoir du poids, mais cette fois-ci au bon sens du terme. D'accord? C'est-à-dire que le fardeau, c'est vraiment quelque chose qu'on subit. Pour agir librement, il va falloir éduquer cette conscience. Et dans ce cas-là, elle nous aidera à discerner, elle nous aidera à grandir, elle nous aidera à être plus libre. D'accord? Donc, essayer de faire un renversement en disant, à quelles conditions ce fardeau peut devenir le lieu d'une libération? Par l'éducation et par l'appropriation. Okay, désolé pour cette petite coquille de fin de vidéo. Voilà donc pour le sujet, la notion de conscience et la notion de conscience. Cette vidéo est un peu longue parce que forcément il y avait 2 notions à traiter. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur cette notion, sur la page Facebook de Live Academy ou sur la plateforme. Et surtout, n'hésitez pas, on compte sur vous pour partager cette plateforme pour que vous soyez le plus nombreux possible à travailler avec nous dans Live Academy pour cartonner le jour de l'épreuve du bac de philo. Bon courage en tout cas pour la dernière ligne droite et puis on reste bien sûr à votre disposition. Ciao!